عارف الهولد. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, l'armée syrienne et le Hezbollah contrôlent la colline de Sadr el-Boustan sur les hauteurs du Kalamoun syrien, annonce d'Al-Manar, la chaîne du parti chiite. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, envisage une mobilisation générale de ses combattants face à la menace islamiste en dépit des oppositions au sein de la classe politique libanaise. Pshara en tournée pastorale au Batroun lors d'une étape au couvent Saint-Jean-Marron. Le patriarche a une nouvelle fois appelé à l'élection d'un président de la République. Et après son succès international dans les salles les plus prestigieuses du monde, le chanteur libanais Mike Massy enchante le festival de Cannes. L'armée syrienne et le Hezbollah contrôlent la colline de Sadr el-Boustan sur les hauteurs du Kalamoun syrien, annonce d'Al-Manar, la chaîne du parti chiite. Des dizaines de djihadistes auraient été tués. Des dizaines de djihadistes auraient été tués et blessés lors des affrontements dans cette région montagneuse entre le Liban et la Syrie. Le Hezbollah, appuyé par les forces du régime Assad, a lancé début mai une offensive contre les djihadistes syriens dans le Kalamoun. Le Parti de Dieu affirme avoir enregistré de nombreuses victoires sur le terrain, mais il a aussi subi des pertes. Dans un récent discours télévisé, Hassan Nasrallah a indiqué que 13 de ses combattants auraient été tués dans les combats. Mais selon les analystes, le nombre de morts côté Hezbollah serait bien plus élevé. Le nombre de combattants tués n'entame pas la détermination du Hezbollah à poursuivre sa lutte contre les djihadistes. Hassan Nasrallah envisage une mobilisation générale de ses combattants face à la menace islamiste, et ce en dépit des oppositions au sein de la classe politique libanaise aux opérations du Hezbollah. Le leader du parti chiite évoque une nouvelle phase dans sa lutte contre les takfiristes et je cite « Nous allons combattre partout et aurons recours à toutes nos forces ». Partout, cela pourrait inclure la ville frontalière d'Ersal dans la Bekaa. Le président de la municipalité, Ali Ojairi, tire la sonnette d'alarme. Dans des déclarations au quotidien koweïtien Al-Anbar, il dit craindre que le Hezbollah et les djihadistes du groupe État islamique ne veuillent enflammer Ersal. Il a toutefois exprimé sa confiance en l'armée libanaise pour protéger sa ville et ses habitants. Ersal et ses alentours sont régulièrement le théâtre d'affrontements sanglants entre l'armée et les djihadistes syriens. La ville est considérée par de nombreux observateurs comme une base arrière des islamistes, ce que dément les autorités locales. Au Liban, les messages de condoléances et les réactions se multiplient au lendemain de l'attentat suicide contre une mosquée chiite dans l'est de l'Arabie saoudite. Le kamikaze était saoudien. L'attentat revendiqué par l'État islamique a fait 21 morts et 81 blessés. Pour Saad Hariri, le chef du courant du futur, l'objectif de cette attaque est de semer la division entre les habitants du royaume. Le Premier ministre Tamam Salam abonde dans le même sens, évoquant un acte lâche. Le chef socialiste Walid Jumblat parle de son côté d'un acte barbare qui vise à déstabiliser la sécurité de la monarchie. Pshara en tournée pastorale au Batroun, le patriarche maronite passe en revue ce week-end les paroisses de cette région du Liban Nord. Lors d'une étape au couvent Saint-Jean-Marron, le siège de l'archevêché de Batroun, Rahi a une nouvelle fois appelé à l'élection d'un président de la République dans les plus brefs délais et loin de toute ingérence étrangère. Le prélat a par ailleurs estimé que les conflits au Proche-Orient avaient pour objectif de démontrer l'échec de la coexistence entre les communautés de la région. Restez des nôtres, au retour de la pause, Salvador en fête pour la béatification de son archevêque Oscar Romero. Retour sur le plateau de l'info. Dans une nouvelle escalade de la violence, 3 personnes ont été tuées par des jets de grenades à Bujumbura, la capitale burundaise agitée depuis 4 semaines par la contestation populaire contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Reportage de Thaïs Brook et Laurent Brest-Echer. Un attentat en plein cœur de Bujumbura.
Vers 19 h vendredi, près de l'ancien marché central de la capitale, des inconnus lancent 2 grenades au milieu de la foule, faisant plusieurs victimes et de nombreux blessés. Quelques heures après le drame, les rescapés arrivés à l'hôpital racontent. J'allais monter dans le bus quand j'ai entendu la première grenade exploser. Ensuite, j'ai senti des éclats d'obus pénétrer dans mon dos. J'ai couru jusqu'à une avenue et là, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs blessures. Nous ne savons pas qui est derrière ces attaques, mais ils ont choisi de faire ça à l'heure de pointe. Les coupables ont réussi à prendre la fuite. C'est la première fois qu'une attaque à la grenade vise directement des civils au Burundi. Jusqu'ici, ce sont les policiers qui étaient pris pour cible. La crise politique s'est aggravée au cours des derniers jours avec des affrontements de plus en plus violents entre policiers et manifestants. Vendredi, les forces de l'ordre tiraient à balles réelles, tentant de disperser des attroupements dans les quartiers de Cibitoke et Gagara, au nord de la capitale. À l'origine des débordements, la décision du président Nkurunziza de se présenter pour un 3e mandat consécutif, alors que la constitution burundaise n'en prévoit que 2. Depuis cette annonce, les manifestations populaires sont devenues quasi quotidiennes à Bujumbura. Une contestation grandissante qui a débouché la semaine dernière sur une tentative avortée de coup d'État. Les leaders de l'opposition ont décrété vendredi une trêve qui durera tout le week-end, une pause nécessaire pour enterrer leurs morts. En Colombie, les FARC ont déclaré suspendre leur trêve mise en place depuis décembre dernier pour faciliter des pourparlers de paix en cours avec le pouvoir. Une décision qui fait suite à un raid aérien de l'armée qui a tué une trentaine de personnes dans un fief de la guérilla. Les explications de Lucie Dubiol et Marie Schuster. Un simple communiqué publié sur Internet. L'annonce par les FARC de la suspension du cessez-le-feu unilatéral intervient au lendemain d'une attaque aérienne du gouvernement colombien dans la région de Cauca, l'un des fiefs de la rébellion. Selon le gouvernement, l'attaque a fait 26 morts dans le camp des rebelles et aurait permis la prise d'un important arsenal militaire. C'est le coup le plus grave porté aux FARC depuis la levée du moratoire sur les bombardements aériens. Le président colombien a tenu à se justifier. C'est une action légitime par l'État pour la défense et la protection de ses citoyens. Ce sont les règles du jeu que nous avons établies. Des négociations de paix entre le gouvernement et les FARC ont pourtant lieu en ce moment à Cuba. Malgré la reprise des hostilités, les rebelles disent vouloir poursuivre les discussions. Nous devons continuer le dialogue et non pas la confrontation. Même si le président Santos annonce qu'il va continuer l'offensive, nous insisterons sur l'importance de parvenir à un cessez-le-feu le plus tôt possible pour le bien du processus de paix et pour éviter de nouvelles victimes. Sur le terrain, la trêve n'a jamais réellement été effective. Les raids terrestres de l'armée contre les positions des FARC n'ont pas cessé et on estime que 8000 guérilleros auraient continué les combats. Le conflit entre le gouvernement colombien et les rebelles des FARC dure depuis plus d'un demi-siècle. Il aurait fait environ 220 000 morts. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le département d'État américain a rendu public un certain nombre de courriels d'Hillary Clinton. Il s'agit d'une partie des emails de l'ex-secrétaire d'État américaine concernant l'attaque meurtrière contre le consulat américain à Benghazi, en Libye. C'était en 2012. En campagne pour la présidentielle 2016, la candidate démocrate s'est félicitée de cette décision. C'est un événement d'envergure nationale ce samedi. L'ancien archevêque du Salvador, Monseigneur Oscar Romero, assassiné en 1980, sera béatifié lors d'une cérémonie en grande pompe en présence de 4 chefs d'État. Plus de 200 000 personnes devraient y assister. Les Salvadoriens n'ont pas oublié l'archevêque, des pauvres et des sans-voix, icône dont la mort fut le prélude d'une guerre civile qui allait durer 12 ans au Salvador. Au Mexique, une nouvelle fusillade meurtrière de plus de 3 heures entre narcotrafiquants et policiers fédéraux sur la côte ouest à la frontière avec l'État de Jalisco. Au moins 43 personnes ont été tuées, dont un agent de sécurité. Ce nouvel affrontement est le plus sanglant qui se soit produit durant la guerre que mène depuis 8 ans le gouvernement mexicain contre les narcotrafiquants.
C'est une première. Les autorités birmanes ont effectué un premier sauvetage en mer. Ils ont sauvé 208 migrants sur un bateau et les ont ramenés sur leur côte dans le nord de l'État d'Arakan. Myriam Amela Lalmas nous en dit plus. Une petite pause dans le cauchemar vécu par ces migrants perdus en mer pendant plusieurs jours. Les autorités indonésiennes, sous la pression internationale, ont cessé de repousser leur embarcation et ont accepté de leur fournir un abri provisoire et une aide. Beaucoup de ces migrants sont originaires du Bangladesh. Là-bas, où de nombreuses familles sont sans nouvelles de leurs proches, cette prise en charge est synonyme d'espoir. Je suis heureux et je vais prier de toutes mes forces pour qu'ils portent secours à nos enfants perdus en mer. Mais pour ceux qui, comme cet homme, ont déjà tenté de partir et ont connu le cauchemar de ces migrants, ces personnes ne sont pas tirées d'affaire. Même s'ils leur donnent un abri, je ne crois pas qu'ils soient pour autant en sécurité. La moitié d'entre eux seulement pourront rentrer chez eux car on ne leur donne ni nourriture ni médicaments. Plus de 3500 migrants ont été accueillis en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande. Mais ces pays ont insisté. Cet accueil n'est que temporaire, en attendant de les transférer vers un pays tiers. Du festival de Cannes, J-1 avant la clôture. Pour la première fois dans l'histoire du plus grand festival de cinéma au monde, un film éthiopien a été présenté en sélection officielle. Lamb de Yared Zeleke est même en lice pour le prix de la Caméra d'Or. Au centre de son conte contemporain se trouve un garçon de 9 ans, un agneau et l'histoire de l'Éthiopie. Reportage de Nicolas Ebden et Stéphane Boden. C'est une histoire fondamentalement personnelle sur la façon dont un enfant vit la perte d'un parent. J'ai grandi à une époque sombre de l'histoire du pays avec la guerre, la dictature communiste et dans la pauvreté. Malgré toutes ces difficultés, mon enfance a été magique, remplie d'amour et entourée de paysages colorés. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans le film. Je suis bien sûr très fier et heureux de représenter l'Éthiopie. Au plus profond de ce qui nous unit, c'est que nous sommes tous des êtres humains et nous partageons les mêmes trajectoires, les mêmes combats, et nous ressentons de l'amour et de la joie. Ce qui m'a amené ici et je devais être jugé pour cela. Cependant, vous ne rencontrez pas souvent des personnes qui me ressemblent et viennent de cette partie du monde. Alors je suis heureux d'être le porte-parole des luttes de chacun à travers ce visage et ce paysage. Après son succès international dans les salles les plus prestigieuses du monde, le chanteur libanais Mike Massi enchante le festival de Cannes. Le concert s'est tenu dans les jardins du Grand Hôtel et des images en caméra libre. Et en avant, toute à Beyrouth, l'éternel retour du fol espoir qui doute. Et c'est sur ces rythmes que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'armée syrienne et le Hezbollah contrôlent la colline de Sadr al-Boustan sur les hauteurs du Kalamoun syrien, annonce d'Al-Manar, la chaîne du parti chiite. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, envisage une mobilisation générale de ses combattants face à la menace islamiste en dépit des oppositions au sein de la classe politique libanaise.
Chararaï en tournée pastorale au Batroun. Lors d'une étape au couvent Saint-Jean-Marron, le patriarche a une nouvelle fois appelé à l'élection d'un président de la République. Après son succès international dans les salles les plus prestigieuses du monde, le chanteur libanais Mike Massy enchante le festival de Cannes. Merci de votre attention, l'info continue sur notre antenne. Bon début de week-end à vous tous. مش عارف